toujours à côté de Biya, le contre-amiral Fouda, voulais-je dire, en exclusivité, a été renvoyé. Et pas renvoyé de la simple façon, mais il a été complètement humilié. Tout est parti, bien sûr, de cette histoire de Marion Nyanjok, qui a été arrêté et jeté à Kondengui avec les docteurs Olive Mbapou et consorts. Et cela a irrité plutôt la première dame, Chantal Biya, qui a immédiatement demandé qu'elle soit libérée et que Fouda allait payer ce crime de lèse-majesté. Crime de lèse-majesté parce que Marion Nyanjok est la fille de l'oncle à Chantal Biya, c'est-à-dire son père est le frère de Mongolo Ndongo, la mère de Rosette Mongolo Ndongo, la mère de Chantal Biya. Mais ce qui est là, c'est que ça tournait comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Parce que ce qui est en train de se passer à Genève montre que le Cameroun est une républiquette bananière. C'est la vraie cour du roi Péto, ou plutôt de la reine Chantal, qui ne se prive pas d'humilier ceux qui sont autour des biens. Et d'ailleurs, Mwondayolo, qu'elle a souvent humilié, est pratiquement sur ses gardes. Mais le plus extraordinaire, c'est que Chantal Biya a profité de l'incident ou alors de ce qui s'est passé comme un véritable scandale sur l'affaire du contre-amiral Fouda pour lui régler des comptes. Elle voulait déjà le faire depuis, exactement comme elle avait réussi à le faire avec Bellingue Boutou, grand ami de Biya, qui d'ailleurs fut la première fois renvoyé du cabinet civil où il avait servi de 97 à 98, non sans être humilié, avant de revenir en 2009. Le contre-amiral Fouda gênait beaucoup Chantal Biya, d'autant plus que ça restait encore cette tête de voûte ou alors tête de pont qui ne permettait pas au clan Nanga d'avoir pratiquement tous les leviers du pouvoir. Le contre-amiral Fouda, c'est celui qui soufflait à l'oreille de Paul Biya. Je parle maintenant au passé parce que ça s'est très mal terminé. Chantal Biya non seulement l'a engueulé, l'a cravaté, mais surtout a sorti sa meilleure arme, la chaussure. Boum! Sur la tête d'un général. Et le crâne s'est écarté. Fendu. Jet de sang. Voilà comment Chantal a fini avec le contre-amiral, lui disant que le président te demande de rentrer au Cameroun pour l'attendre. Le contre-amiral est arrivé au Cameroun comme un sans-papier, de façon clandestine, humilié, se cachant et ne pouvant même plus mettre ses pieds au niveau du palais. Mais ce n'est pas tout, puisque Chantal Biya, sur haute instruction, puisque maintenant c'est elle qui les donne, a aussi demandé
qu'on prenne tout ce qu'il y a dans le bureau de Fouda et qu'on libère, qu'on jette ça dehors. Puisqu'on ouvre avec les côtes, le bureau, sans la présence du contre-amiral Fouda, a donc été déménagé. Des choses à emballer comme quelqu'un qui n'a pas payé le loyer depuis au moins 15 ans et que les huissiers, suite à une décision de justice, sont venus déloger comme un malpropre. Le contre-amiral Fouda, ses effets étaient éparpillés, de telle sorte qu'on a demandé qu'on allait lui donner quelque part. Sauf qu'il est invisible. Où est-il passé? Où est donc passé le contre-amiral Fouda? Les dernières informations que nous avons eues, c'est qu'il était à Boumiyabel avec un colonel. Et comme dans la République de Paul Biya, on sait que tout fonctionne avec les marabouts, avec les sacrifices, le contre-amiral Fouda est donc parti d'ailleurs aussi faire sa part là-bas, où on nous dit qu'il a acheté ou combien de bœufs, ou combien de quoi, les animaux qu'on a sacrifiés, et peut-être on ne sait pas si cela va tourner le cerveau de Chantal Biya, de Paul Biya, pour le rappeler. Et étant là-bas en brousse, pendant qu'on cherchait encore à voir comment est-ce qu'il là il va partir, on ne l'a plus trouvé. Déjà, il n'était même plus à Koumdoum, puisque depuis le temps où sa femme avait eu des conversations avec Amouk Belinga qui furent d'ailleurs diffusées sur des réseaux sociaux, le contre-amiral avait quitté la maison de Koumdoum pour aller s'installer. Bon, enfin. Mais pour l'instant, il n'est dans aucun de ses domiciles. Aucun de ses domiciles. Où est-il parti? Dans les aéroports, on n'a pas vu de traces du contre-amiral Fouda. Mais cependant, certaines informations nous disent que il serait déjà arrivé soit au Sénégal, soit alors en Gambie. Le contre-amiral Fouda a donc fui comme à Tarnakuna. Vous pouvez vous imaginer où se trouve le contre-amiral Fouda? Il a traversé peut-être les frontières à vélo, à pied, sur un patin, ou derrière un véhicule, dans la malle arrière. Ah, la sterché. Le contre-amiral là, le gars qui était chaud là, en blanc là, tout droit là, poitrine, bombée, qui marchait comme ça derrière Biya. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque vous êtes sur un poste, ne croyez pas que c'est éternel. Il suffit d'un rien du tout. Et vous êtes déjà à terre. Lorsque vous écoutez les audios de Mbapou, qui vous décrit que tous les ministres que vous regardez là, allait faire des génuflexions chez lui parce que juste, il voulait avoir une faveur. Même pas une faveur. Il payait des postes auprès du contre-amiral Fouda. Lorsque vous imaginez que ce monsieur-là, il suffisait juste d'un coup de tête et vous n'êtes plus rien. Oui. Le contre-amiral Fouda est d'ailleurs celui-là qui, après l'assassinat de Martinez Zogo, avait été le seul à avoir le courage à demander l'arrestation du Zomlo à Moukbelinga. Tous les membres du gouvernement avaient peur du Zomlo. Tous fuyaient parce que non seulement il arrosait avec beaucoup d'argent, les lignes 65 et consort 94. Mais aussi, il avait la justice. Donc, Laurent Nesso, il avait les finances. Donc, il allait vous bloquer.
Mais le contre-amiral Fouda, lorsque le Zomlo sort, il va faire des vidéos pour dire, en narguant le peuple, alors que l'assassinat de Martinez Zogo, on a déjà découvert le corps, le Zomlo des Zomlo sort. Il met le pantalon au pince. Il se vante avec Mélissa pour montrer au peuple camerounais, pour narguer les familles endeuillées en disant, on dit que je suis au set. Il était avec Fouda tête carrée. Ils ont nargué des gens. Et c'est en ce moment que Fouda, le seul qui était capable à cette époque-là, c'est lui qui va se dire, mais on ne peut pas, au moment où le peuple pleure, s'exhiber comme ça. Et d'ailleurs, la deuxième vidéo, c'est là où il était parti avec Bidjanga gauche, Bidjanga droite, double sim. L'homme qui détruit maintenant tout le derrière, les marches arrière et consorts. Vous entendez ça comme vous entendez. Des jeunes garçons. Ils recrutent les... Ils étaient partis, ils avaient même confondu de tenues. Pour aller dans la banque où l'argent des Camerounais, dans leur banque, Vision Finance, pour aller se vanter. C'est en ce moment que le contre-amiral Fouda va rendre compte à Biya et va convoquer le colonel Aïssi, le lieutenant-colonel Aïssi. Le lieutenant-colonel Aïssi à cette époque était au niveau de l'école de guerre. Il n'était même pas dans la commission mixte que Paul Biya avait créée, c'est-à-dire la commission qui était gendarmerie-police. Mais c'est le contre-amiral Fouda qui va rendre compte à Biya que mais il y a quelqu'un qui est en train de se balader, cet Amougoula qui nargue tout le monde, et que voilà, pendant que c'est là où Biya va donner l'autorisation, ou plutôt va demander qu'on mette le colonel Aïssi dans la commission mixte qui travaillait déjà depuis. L'objectif était de venir arrêter Amoubelinga. Parce que tout ce monde que vous voyez là, les Danoué et consorts, ils avaient peur de citer Amoubelinga. Et pourtant, ils savaient que c'est lui qui avait financé tout et tout. Mais c'était la terreur. Tous les colonels que vous voyez là, tous, y compris des jeunes, ils avaient peur. Dès que tu voulais parler, rien. C'est comme ça qu'on demande à Aïssi de faire la mission. Il va mobiliser 100 gendarmes. 100 gendarmes. Ça, c'est les dernières œuvres pour vous dire la puissance qu'avait Fouda. Que quand il dit quelque chose à Biya, Biya le fait. C'est donc lui qui, parce qu'il y avait déjà des éléments, Gambi était déjà parti et a fini par dire à ici comme oui, voici les éléments qu'on a reçus. Danoué était en communication avec, bien sûr, Amoubelinga. Voici tous les éléments. Et voici comment la mission s'est effectuée. Donc d'ailleurs, si on a pu rapidement arrêter Danoué, c'est grâce à ces communications. Mais on ne pouvait pas arrêter Amoubelinga. On ne pouvait pas arrêter les hommes-là. Parce qu'il était le roi, le chef du cartel. Mais c'est ce Fouda qui a fait qu'il tombe. C'est Fouda qui a fait que les hommes-là tombent. Le gars est parti. Le colonel Aïssi est parti chez Amougou avec 60 éléments parce qu'il avait mobilisé 100. Et puis,
D'autres, c'était chez le colonel Nsoué, retraité, le beau-frère et le beau-père de Amouk Belinga. 20. Et puis chez Bruno Bidjam, il envoyait 10. C'est comme ça qu'on les a happés. Quand il arrive chez Amouk Belinga, il trouve que les gardiens de prison ont encerclé la maison avec des armes de guerre. Mais ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas fait de résistance parce qu'ils ont vu les gendarmes étaient hyper équipés. Ils ont défoncé la porte arrière parce que la porte centrale, on ne pouvait pas y entrer. Ils sont entrés et le contre-amiral, lui, il était au palais. Ils sont entrés, bam! Ils se sont dirigés vers la chambre d'Amouk Belinga qui a le code. Amouk était à l'intérieur avec sa première femme et Mélissa. En fait, c'était dans la chambre de Mélissa. Mais la première femme est venue parce qu'on savait que c'est chaud, parce qu'on avait déjà dit, le commissaire Meva avait déjà appelé Amouk que attention, on est en train de venir t'arrêter. Aïssi avait frappé, hop, 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 hop. Colonel Aïssi, 2 machins et tout. Allez, Amougou va faire le code. Ils sont entrés. On a trouvé Amougou en train d'attacher déjà les. Il avait confondu même les pieds, il attachait les lacets là. Mais ça tremblait comme ça là, comme une feuille en tenue de. Voilà. Amougou n'a pas résisté. On lui a mis les menottes. Et puis on est arrivé avec lui. On l'a jeté dans la pick-up. Mais le colonel Aïssi avait demandé qu'on enlève les menottes comme il n'a pas fait de résistance. C'est comme ça qu'on a arrêté Amougou. Or, Amougou, il est en prison. Et avec l'affaire Nyanjo, parce que l'homme que Amougou déteste plus, peut-être que Ngongo, c'est le contre-amiral Fouda. C'est lui qui a fait tomber Amougou. Même Ngongo n'avait pas le courage de faire tomber les hommes des hommes que vous voyez là. C'est Fouda. Or, comme on vous dit, quand vous êtes puissant, vous pouvez faire tomber des grands. Et c'est une petite fourmi qui vous fait tomber. C'est une petite fourmi qui tue le lion. Vous vous rendez compte que Mbapou, c'est l'affaire Mbapou qui fait tomber le contre-amiral Fouda. Quand vous vous rendez compte comment était arrivé le contre-amiral Fouda là. Veuillez m'excuser. Il n'est pas Boulou. Il n'est pas Nanga. Mais il a été adopté et c'est devenu un enfant de la maison. Mais le contre-amiral Fouda, par contre, il faut reconnaître, a réussi à s'imposer auprès des Biya de telle sorte que progressivement, il a réussi à devenir incontournable. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que, compte tenu de la confiance que Paul Biya lui accordait, il a beaucoup déçu Paul Biya, d'autant plus que l'affaire Mbapou, le contre-amiral Fouda a voulu jouer avec le feu en faisant semblant qu'il ne connaissait pas Mbapou. Or, il connaissait bien Mbapou et passait le temps, bien évidemment, à aller prendre de l'argent à travers 2 véhicules Prado. Et il y avait aussi un Nkorontsang. Nkorontsang, c'est une de ses nièces. Parce que l'enquête a été longtemps faite. Et s'il ne partait pas les mettre en prison, parce que les gens aiment toujours entendre que je m'en vais te mettre, tu connais qui je suis, je vais te mettre en prison, tu vas voir ceci et cela et tout et tout et tout. Il va les mettre donc en prison. Or, ce que Fouda oublie, c'est que les enquêtes révèlent que chaque fois
Et il partait prendre de l'argent auprès de Mbapou. D'ailleurs, les Prado, contre-amiral, comme je sais que tu es quand même dans les Sissongo et que tu m'écoutes, il y avait une immatriculée CE, 984 CH. Il y avait aussi notre Prado qui est CE, 985 GH. Et l'affaire Mbapou devrait servir d'exemple pour ces gens qui, lorsqu'ils sont grands, veulent tout simplement écraser les autres. Je vous ai dit que Fouda, que vous voyez là, que vous voyez, c'était il y a le passé. À côté de Biya, il n'y a pas eu quelqu'un qui a duré comme lui. Roger Montazé a fait l'accident. Il est mort. Mais après Roger Montazé, il y a eu un certain Roger Bolo. Roger Bolo, c'est lui qui avait cette place-là, le véritable aide de camp. Mais qui a trahi Roger Bolo? Parce que Roger Bolo a commis les mêmes erreurs que Fouda, qui voulait montrer qu'il est tellement intègre, qu'il n'aime pas de l'argent, qu'il ne vole pas, qu'il ne veut pas profiter de ceci et cela. Roger Bolo, en effet, Paul Biya est sorti d'une mission avec le Roger Bolo en question, son aide de camp. Mais dans l'avion de Paul Biya, Roger Bolo va mettre une Mercedes coupée. Ça arrive, dans les connaissements, on ne voit pas de Mercedes coupée qui appartient à Paul Biya. Mais Roger Bolo, lui, il avait réussi à faire en fait ça. Et lorsqu'on dit à qui ça appartient, l'histoire arrive jusqu'à Biya. Par qui? Par le truchement du contre-amiral Fouda. À cette époque, il n'était pas contre-amiral. C'est lui qui va trahir Roger Bolo. Paul Biya va donc l'enlever. Il le dégage. Le même Fouda s'est retrouvé dans un problème avec un autre qu'on appelait le lieutenant Emmanuel, père son âme. Ils étaient toujours à Genève. C'est Fouda qui l'a envoyé que va voler la mallette de Gombo d'argent. C'est comme ça qu'il procédait toujours. C'était quelque chose qui était régulier, c'est-à-dire que vous prenez la mallette de Paul Biya, la mallette, parce que quand les gens voient Paul Biya là, Paul Biya voyage avec des centaines de millions, voire milliards, dans des mallettes. Et finalement, quand l'affaire se gagne, au lieu que Fouda assume, il va plutôt dire que c'est Emmanuel. Et que c'est la police suisse qui a découvert ceci et cela. Je vous avais déjà raconté cette histoire-là. Emmanuel a été chassé directement par Paul Biya, renvoyé à Yaoundé, jeté en prison. Il a perdu, il a été déshabillé de telle sorte qu'il est mort dans la pauvreté. Ça permettait au contre-amiral de gravir des échelons, des échelons, des échelons, des échelons. Mais ce n'est d'ailleurs pas tout. Il va encore beaucoup prendre de la place parce que non seulement il est devenu contre-amiral, donc il n'est plus aide de camp, mais il est toujours là à côté de Paul Biya. Parce que le dernier qui était presque l'homme fort, l'homme de main de Paul Biya, c'était le fils de Fouda. Oui, moi. C'est moi qui portais les... voilà, comment on appelle? Donc il avait le portefeuille pour entrer dans le bureau du président. C'est-à-dire que lorsque tous les dossiers sont déjà traités, c'est lui, lorsque Paul Biya a signé, c'est lui qui porte, c'est lui qui ramène, même à la radio, même à la télé.
Alors vous savez qu'en 2018, l'élection a été très compliquée avec, bien sûr, Kamto, qui a fait voir de toutes les couleurs à Paul Biya. Il s'est dit qu'il devra avoir un réaménagement. Et surtout aussi, il y a eu l'affaire de l'évêque assassiné Monseigneur Bala, où était impliqué non seulement à Tangakouna, vous ne le saviez pas? Oui. Il y avait l'abbé Bodo et surtout, il y avait Belinga et Boutou et Mbongo. Sous la pression du Vatican, il a décidé donc de se débarrasser d'eux en laissant un seul, Peter Mafani Moussonde. Je vais vous raconter ça encore beaucoup plus détaillé pour vous dire comment est-ce qu'ils ont fini avec Monseigneur Benoît Bala jusqu'à ce qu'ils ont bu du sang. Mais, à partir de cet instant, Biya va faire un remaniement. Et Belinga Boutou est au courant. Comment Belinga Boutou est au courant? C'est par le truchement de moi, le fils de Fouda. Son fils, hein, parce que c'est un fils qu'il avait fait hors mariage. Mais Paul Biya ne savait pas que c'est son fils. Il ne savait pas que c'est le fils de Fouda. Mais il avait placé son fils à côté de Paul Biya comme aide de camp. Et c'est lui qui va informer Belinga Boutou que je n'ai pas vu ton nom. C'est lui qui va aussi informer Mbongo. Résultat, Belinga Boutou va quitter l'hôpital pour rentrer en flèche à la maison et tout pour chercher à voir Paul Biya. Les enquêtes sont montées et on remonte plutôt la filière et on va découvrir que c'était entre Fouda et moi. Fouda va se laver les mains. Bref, c'est sa version que je donne. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est moi, son propre fils, qui a appelé, qui a informé les autres ministres qu'ils ne font plus partie du nouveau gouvernement. Donc Fouda ne se prive pas. C'est-à-dire que pour sauver sa peau, même si c'est son fils, même si c'est qui, il te donne. Je ne pourrais même pas vous raconter exactement l'histoire de son propre fils, mais vous aurez ça dans d'autres audios de façon beaucoup plus détaillée. Mais une chose est sûre, c'est que lui, il va rester là. Donc, combien de gens sont tombés par Fouda? Fouda est resté. Fouda était avec sa tenue de marin en blanc. C'était un véritable ange. Aujourd'hui, il faut savoir que un autre avait été chassé. Fouda est maintenant chassé par Chantal, qui avait déjà réussi à chasser un proche de Biya, mais là, c'était un aide de camp. Elle l'avait aussi tabassé de la même façon. Elle avait dit que c'est le Congosa. Vous vous rendez compte, on a renvoyé l'aide de camp de Biya pour Congosa. C'était le lieutenant qui est là, le lieutenant... lieutenant-colonel Otumaka. Otumaka. Actuellement, son fils, je crois qu'il doit se trouver à Garouaboulaye. Son fils, le fils de Fouda est parti à Garouaboulaye. Je crois qu'il est déjà devenu, bon, il avait porté capitaine au commandant et consort et tout. Je vous ai d'abord raconté ceci pour vous dire, pour vous démontrer qui était Fouda et qui se fait tabasser par Chantal Biya, blessé, humilié, chassé comme un rat. Mais faut-il pleurer? Lorsque vous prenez un handicapé, vous vous servez de lui, il vous appelle papa, et par la suite, vous le lâchez, vous l'exposez, il aurait pu mourir.
À la sortie de prison, je me suis précipité à avoir au moins, ne serait-ce qu'un testament, en guise de testament. Hervé Parfait Bapou. Et j'ai gardé ces éléments. Je vais vous donner quelques extraits de ces déclarations. Les reportages de la CRTV et d'autres médias vous faisaient croire qu'il ne connaît pas Fouda, le contre-amiral. Pourtant, de façon détaillée, il va vous parler de Fouda et les enquêtes faites ont prouvé que c'est la vérité. Interview vérité, comme je vous ai dit, je publie ça aujourd'hui parce que Fouda lui-même est en train de récolter ce qu'il a semé. C'est quelque chose qui était dans mon frigo depuis sa sortie, parce que je m'étais dit, si quelque chose lui arrive, comme lui-même disait, qu'il a peur, c'est là où je vais mettre le grand déballage. Mais pour l'instant, je vous fais découvrir le témoignage de Hervé Parfait Bapou, juste à sa sortie de prison, sur le contre-amiral. Comment tu connais le contre-amiral Fouda et vous vous êtes vus souvent où? Dans quelles circonstances? Je disais que nous nous sommes vus, je commence par comment je le connais. Je le connais parce que c'est Thierry Roland et Nom Otam, qui était encore récemment au cabinet du DG actuel de Camwater, qui me met en contact avec le contre-amiral dans les années 2015, 2014-2015. Parce que Thierry, c'était des petits qui m'accompagnaient, chauffeur Martin Belinga et Boto, qui m'avaient adopté comme un fils. Et j'avais eu des problèmes là-bas, parce que vous savez que ces grands-là, ceux qui sont autour d'eux ne veulent pas d'autres. Et donc lui, il m'aimait de façon naturelle. Et ça ne plaisait pas à beaucoup. On est allé lui dire, tiens, il faut te méfier de cet enfant. Il vient ici, il t'écoute, tout ce qu'il voit ici, il va dire au ministre Mbongo. Alors que je ne connais pas le ministre Mbongo, je ne l'ai même jamais vu de ma vie. Et donc, quand il y a eu cette situation, Thierry Roland et Nom m'a dit, moi, je peux te mettre en contact avec le conseiller spécial du président, le contre-amiral Fouda. Mais il faut être un peu patient. Je lui ai dit, ok, quand tu finis de parler avec lui, s'il te permet de me donner son numéro, tu me donnes son numéro. C'est comme ça qu'un jour, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Effectivement, il a fallu attendre beaucoup de patience, subissant parfois quelques menaces au passage, pour que lui et moi, on décide en fait de travailler ensemble. Voilà. Donc, au début, c'était un homme correct. Quand je lui proposais même une affaire où il fallait intervenir, il refusait. Il était ferme là-dessus. Nous parlions du pays, du renseignement, comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Et comme moi, je suis quelqu'un de très renseigné sans être un agent de renseignement parce que je n'aime même pas qu'on me colle cette étiquette. Parce que moi, je ne marche pas. Les gens viennent chez moi, ils viennent me trouver, ils me disent des choses. Et quand j'estime que c'est quelque chose d'assez sérieux, je transmets à qui de droit. Et je connais tout le monde. Donc, c'est comme ça que lui et moi, on travaillait. C'était vraiment une bonne relation, dans une bonne ambiance. Mais le contre-amiral n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bangui. Il n'aimait pas beaucoup le colonel Joël-Émile Bangui. Et la première chose qu'il m'avait demandé de faire à l'époque, c'était bien de me rapprocher du colonel Bangui pour savoir qu'il suivait Bangui. En fait, c'était ça la première mission qu'il m'avait demandé de faire. Pour moi, c'était une mission normale. C'est le conseiller du président. Bon, il veut que j'approche quelqu'un pour lui dire 2-3 trucs de temps en temps. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. Mais sauf que quand j'ai donc approché le colonel Bangui, je me suis plutôt rendu compte qu'il était le contraire de ce qu'on disait de lui. Déjà, d'abord, pas son humilité, parce que quand je me déplaçais pour aller dans les bureaux, les gens me permettaient d'entrer,
Il fallait parfois monter des escaliers, il fallait descendre de la voiture, c'était parfois épuisant. Mais le colonel, moi, quand je venais, il tenait compte de mon état de santé. Il m'a laissé entrer une seule fois dans son bureau. Le reste des fois, il disait non, M. Mbapou est là, dites-lui d'attendre, il vient, il entre dans ma voiture, on discute. C'est des petits gestes qui m'ont un peu frappé. Moi, j'ai dit à l'amiral que bon, contrairement à ce que les gens disent de ce monsieur, moi, je pense que quand on l'approche, on voit un autre visage de Bankui. C'est vrai qu'il a l'apparence qui effraie peut-être, il a une réputation qui le précède, et puis même cette histoire dont on parle qu'il aurait assassiné un policier, n'importe quel homme aurait fait la même chose. Vous ne pouvez pas trouver un homme chez vous en train de coucher avec votre femme et vous lui donnez des bonbons. Donc on a discuté comme ça et tout. Bon, j'ai réussi à le persuader, à comprendre que le colonel était une bonne personne. Et bon, il a dit, ok, on va un peu essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as mis le colonel Bankui avec, en contact avec le contre-amiral Fouda? Bien entendu, bien entendu. Les deux hommes se connaissent, mais ne s'aimaient pas. Ne s'aimaient pas. Parce que bon, il y avait beaucoup de choses. Parce que bon, le colonel Bankui est celui qui a traqué So Almami, qui est au Sénégal aujourd'hui et qui a des liens avec, qui a des ramifications avec la présidence gabienne, parce que c'était un fils de l'amiral. Mais c'est Bankui qui le traquait, qui l'arrêtait, qui l'exposait, parce que c'était un grand faussaire. L'amiral même le savait. Et puis maintenant, il y avait le même Bankui qui avait mené l'enquête concernant l'assassinat de William Fouda. Et puis bon, on sait tous qu'il y a des choses cachées qu'on ne voulait pas dire. On a préféré dire qu'il s'agissait d'une agression. Donc pour lui, il estimait que le colonel Bankui se trouvait toujours sur son chemin et il n'aimait pas. Et puis le colonel aussi, comme c'est un homme qui ne se laisse pas faire, il n'allait pas vers lui ramper. Donc il y avait une tension qui régnait entre les deux hommes. C'est moi qui suis venu apaiser dans ce climat en mettant les deux hommes en contact. Parce que moi, j'estimais que le chef de division Sémile, qui discute directement avec le conseiller spécial du président, qui est un général et qui est conseiller spécial concernant les choses de l'armée, c'est plus bien pour la bonne marche du pays. Voilà ce que moi j'ai réussi à faire entre les deux hommes. Donc, vous confirmez que le numéro de téléphone dont nous avons connaissance, c'est le même numéro de téléphone par lequel le colonel Joël-Émile Bankui parvenait aussi à avoir le contre-amiral Fouda. C'est le numéro du contre-amiral Fouda. Les enquêteurs m'ont dit non, ce n'est pas enregistré en son nom. J'ai demandé à Awono, le major Awono, qui est dans son cabinet, ou du moins qui était dans son cabinet, de l'amiral, que l'amiral avait envoyé vers moi. Je lui ai dit, ok, si vous dites que ça, ce n'est pas le numéro de l'amiral, le WhatsApp de l'amiral, donnez-moi vous son WhatsApp, on voit si je n'ai pas ça dans mes téléphones. Ce n'est pas le seul numéro de l'amiral que j'avais. Avant, on m'a donné le 693 que j'avais dans mon téléphone. Je lui ai même montré devant le groupement les communications que j'avais avec l'amiral à travers ce numéro. En fait, il préférait plus qu'on ait des communications dans le 95 et il ne voulait pas qu'on ait des communications ailleurs. Et même le 93, qui est son numéro officiel WhatsApp connu, n'est pas enregistré à son nom. C'est enregistré au nom de Eric Mvana, qui était chargé d'acheter ses maisons et ses terrains, qui est malheureusement décédé récemment dans des conditions troubles, puisque tout le monde qui travaille avec lui décède dans les conditions troubles. Le bélier, ils sont devant ma porte et tout. Ma femme m'appelle au téléphone. Elle me dit, chérie, là, c'est l'arrestation. Pardon. J'ai sauté. Enlève ton arme tranquillement, tu jettes ça. Je lui dis pourquoi. Elle me dit ce que j'ai vu. Mieux ils viennent te tuer comme ça. Il parle de sa femme. Au moins tu as tes caméras, on va voir qu'ils t'ont tué, tu n'avais rien fait. Je lui dis de quoi est-ce que tu parles? Quand je lève les yeux comme ça, étant assis à la véranda, c'est pas dit que grand frère dit non, mes intestins sont tombés dans mon cœur est tombé dans mon ventre. C'est-à-dire que j'ai vu les gars du GPIC là, placés. J'ai senti que c'est vrai, je suis mort. J'ai dit à ma femme que chérie, ne viens pas, s'il te plaît. Ne viens pas. Parce que je me suis dit, bon, comme mon garçon est dedans, il n'est pas au courant, il suit la musique. Qu'est-ce que je vais faire? Dès que les gars du GPIC vont entrer, je vais dégainer mon arme, et puis ils vont ouvrir le feu sur moi. Mais j'étais convaincu que ma mort va certainement créer quelque chose dans ce pays, parce que là, c'était trop. C'est comme ça que j'entends encore tout.
Tout, chérie, ouvre la porte. Je dis, mon Dieu, dans la femme, ce n'est pas parti. Je lui dis, chérie, je t'ai dit de partir. Elle me dit non. J'entends comment elle dit dehors que, hé, mon colonel, est-ce que ça vaut la peine? Pour quelqu'un qui a mobilité réduite, tout ce que je vois ici, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Il insulte l'amiral, pourquoi? J'entends, hein? Puisque j'ai mon téléphone, je vois les trucs dehors. Il insulte l'amiral, pourquoi, machin? Mais, monsieur Rémi Mono, monsieur Rémi Mono, j'ai insulté l'amiral où? J'ai insulté l'amiral en privé dans son téléphone à lui. Mais comment eux, les gendarmes sont au courant que j'ai insulté l'amiral que je ne connais pas? Je lui ai envoyé le message et je lui ai donné 1 heure de temps. Parce que je voulais faire un direct Facebook. Qu'on vienne me tuer en direct. Et comme je lui ai donné 1 heure de temps, il ne m'a pas laissé 1 heure. Il a directement mis ce dispositif. Et l'amiral, il a dit qu'il ne me connaît pas. Donc j'ai envoyé le message au faux amiral et le faux a envoyé au vrai et le vrai a réagi. Et comme ça que pendant qu'on est en train de discuter, Kéline Dalé, moi je croyais que Kéline Dalé était un homme en tenue. C'est ce jour que je sais que Kéline Dalé n'est pas un homme en tenue. Il faufile dans la maison, il part cacher son arme derrière avec son talkie-walking et tout le reste. Je dis mais ça c'est quoi? Je vois Enoussa qui est en train de vouloir entrer sous le sol. J'ai dit au fond de moi que mais, le Béninois il m'a dit que c'est un gars qui fait les miracles. C'est quoi cette histoire? Pendant que je suis en train de discuter, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont enfoncé ma porte avec le bélier. Quand ils sont entrés, j'ai vu que ma femme était devant. Et je me suis dit non, si je fais un faux geste, on va tuer ma femme. Et mon garçon aussi sortait. Donc j'ai lancé l'arme très loin. J'ai posé les mains sur la tête. Dès que Ndongo a franchi ma cour, voilà ce que Ndongo a dit. Les gars, si Mbapou s'amuse, abattez-le. Abattez les chiens d'abord. Les gars ont ouvert les feux. C'est-à-dire qu'en plein cœur de Bastos, le président est à côté, mon frère. Vous venez tirer comme si c'était un champ de tir. Les balles, si tu vois les impacts des balles qu'il y a chez moi, ils ont tiré à la Kalachnikov, ils n'ont pas seulement tiré au PA, puisqu'ils ont ramassé les bouilles. Ils ont tué mes chiens. Tu avais combien de chiens? J'avais 4 chiens. Tous ont été abattus. Un Rottweiler, 2 Bois-Boules et un Can Corso. Weston, Max, Tarzan et Brabus. Ils ont abattu mes chiens. Chaque chien recevait au moins 5 balles. Je ne sais même pas quelle était la nécessité. Après ça, donc, ma femme est venue plutôt vers moi pour me couvrir. Et un capitaine du GEPIC qui s'est démasqué, il a enlevé son masque, il est venu monter sur moi. Il a tiré ma sonde. Le sang a commencé à couler. Ma femme s'est interposée. Est-ce que vous voulez le tuer? Est-ce que vous voulez le tuer? Ils m'ont jeté au sol. Quand ils m'ont jeté au sol, j'entends arrêtez, cessez de tirer. C'était de tirer un homme à terre, un homme à terre. C'est comme ça que tout le monde a arrêté de tirer. D'un coup, le calme revient. Et les gens sont en train de crier. Quand on sort, c'est un gendarme qui est couché au sol. Il est en train de giser dans un bain de sang. C'est-à-dire qu'il a reçu 3 balles. Une balle au cou, une balle au ventre et une balle en bas du hanche. Mais qui a tiré? Ils disent que c'était des ricochets de balles. C'est le mensonge. Les ricochets de balles ne peuvent pas prendre 3 fois quelqu'un sur place. Ils ont tiré sur le gendarme. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'était pour m'incriminer que c'est moi qui ai tiré? Puisque quand ils ont retrouvé mon arme derrière le canapé, ils ont fait comme si c'était un exploit. Eux tous se sont mis à filmer. On a retrouvé les armes, on a retrouvé les armes. Je ne faisais qu'elle a dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ce que vous faites là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Voici mes caméras de surveillance. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Allez, le commissaire du gouvernement qui était là, le substitut du commissaire du gouvernement, arrachez les caméras là, arrachez toutes les caméras là. Ils ont arraché toutes les caméras. L'ambulance est venue, on a apporté le gendarme, on est parti avec eux.
Ils ont mis 2 kilomètres de sécurité à la ronde. Jusqu'au Socrate, les voitures ne passaient pas, les piétons ne passaient pas. L'immeuble de Wanisbet qui est collé à ma maison, il y avait 2 snipers là-bas. Et ils ont perquisitionné ma maison de 14h à 23h. Ils ont tout détruit. C'est donc là où l'amiral appelait Ndongo. Tu as 2 iPhones, il faut trouver les iPhones. Donc on dit que non, il n'y a que le téléphone noir que j'ai trouvé. Il dit non, il faut trouver. Et j'avais les éléments de preuve sur moi, qui étaient notamment mon audition à la délégation générale de la Sécurité nationale, la lettre que l'amiral avait écrite au président et la lettre que le président avait cotée. J'avais tout ça à la maison. Donc, ils ont fouillé ma maison comme on peut. C'est-à-dire, ils arrachaient. Parce que chez moi au salon, j'avais mis un truc qui orne là, en coffret et tout, avec des lumières. Ils ont arraché ça. Ils ont arraché tout à la cuisine. Ils ont arraché les portes, les placards. Ils ont arraché même les rigoles. Ils ont détruit ma maison comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont volé en plus. Ils ont volé Des choses. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Et j'avais un peu d'argent que j'avais gardé quelque part où j'étais sûr que personne ne pouvait arriver là-bas. Il n'y a que mon garçon qui connaissait ça. Parce que quand on m'a amené au groupement le 21 juin, j'ai demandé à mon garçon d'aller revoir et il n'était pas seul état avec mes petits frères. Il n'a plus jamais retrouvé l'argent. J'avais laissé quelque chose comme 8 000 euros. J'avais quelque chose comme 8 000 euros là, 8 500, 8 000. Je n'ai plus trouvé ça. Puisqu'ils avaient mis la maison sans dessus-dessous. J'ai des paires de chaussures que je ne retrouve plus. Puisqu'au groupement, il y a même un gendarme, un adjudant-chef à Bongwa, il s'appelle à Bongwa, un adjudant, un anglophone. Il est venu me dire devant Waboke, quand nous sommes entrés dans la maison du gars là, les paires de chaussures qu'on a vues, qui ne sont même pas portées, d'autres avaient même encore la moisissure, on ne porte pas. Et donc j'ai compris que c'est pour voler mes chaussures. Ils ont volé tellement de choses chez moi. Ils ont tout cassé, les bijoux, les chaînes, les chevaliers, les bijoux, tout ça, ils ont volé. Parce que grand frère, excuse-moi, quand je porte les bijoux sur les réseaux sociaux, les gens voient et disent non, c'est mon argent que je garde. Puis il fait une chaîne de 2 millions, une autre à 3 millions, une autre à 1 million. Tu mets tout ça au cou, c'est l'argent gardé, puisque le même bijou, je vais les revendre souvent pour régler les problèmes à la maison, mais ça, personne ne le sait. Et je ne peux pas aussi venir sur Facebook dire aux gens que, bon, comme vous voyez là, les bijoux que j'avais là, j'ai déjà vendu. Non. Moi, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ils ont volé tout ça. Ils ont volé même un de mes téléphones, le Z Fold 5, ils ont volé. Puisque ça n'existe pas aujourd'hui, je ne sais pas où c'est parti. Donc voilà en ce qui concerne ces événements. J'attends vos questions. Comment tu vas? Il me dit ça va. Je dis, écoute, je suis de passage à l'ensemble d'Ongola. Tu m'avais décrit la maison de Nakam là, essaie un peu de me décrire encore le portail. Il me dit, bon, il y a les feuilles comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, non, ça va, non, ce n'est pas là-bas. Je croyais que je passais par là. Bon, gars, on se rappelle tout à l'heure. Moi, je raccroche. Je me rends compte qu'effectivement, c'est bel et bien ce genre d'Akam. Blanc frère et Ningono. Oui. Mon cœur devient noir. Je me dis, mais comment ce monsieur peut mêler mon petit frère dans ces choses? Ici, alors qu'au moins, il doit avoir l'honneur de savoir que vous amenez directement. Que ma famille ne doit pas être mêlée à ce genre de choses. Le comte amiral a recruté son petit frère. Mais après, je reste tranquille. Si je le fais, il peut se dire que c'est mon petit frère. Je ne veux pas exposer mon petit frère. Mon petit frère sort de là avec un petit quota. Dans le quota, il y a 65 millions. Il met ça derrière la malle arrière. Il démarre un tour. Mon petit frère se rend compte que je ne parle plus, je suis devenu nerveux. Il me demande que, mais, bon, c'est comment, tu ne parles plus? Je lui dis, Donald, vous êtes mes frères, je suis l'aîné. Vous connaissez dans quel contexte nous avons grandi. Nous n'avons personne, nous ne sommes personne. Le monde ici est compliqué, parfois il faut se mettre dans certaines postures. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes demain. Tu ne travailles pas pour l'amiral. Et quand l'amiral te donne une commission, tu dois me dire avec les détails où il t'a envoyé. Est-ce que tu sais où tu sors? Donald me dit non. Je lui dis, tu sors de ce Jean Gakam. Donald me dit non, grand. Et il ne m'a pas dit que c'est Gakam. Et le type ne m'a même pas dit qu'il s'appelle Gakam. Je lui dis, c'est donc Gakam. L'amiral appelle
Monsieur Issom est parti déjà avec vous, là où je l'ai envoyé, ou bien vous avez fait le dépôt. Je lui dis non, mon général, au moment de faire le dépôt, la personne chez qui vous avez envoyé, Issom l'a appelé. Bon, je ne sais pas qui c'est, nous sommes allés quelque part, M. Ndogo, bon, il est descendu, mais je ne sais pas, je peux vous le passer, il est tout près de moi. Il dit non, laissez, je l'appelle. Il appelle Donald, je dis à Donald, je fais le signe à Donald de mettre le haut-parleur. Donald met le haut-parleur. Il lui demande que, mais pourquoi vous êtes parti là-bas avec votre frère? Donald lui dit que non, mon général, il ne connaît pas là où je suis. Je fais le signe à Donald d'ouvrir la porte, d'ouvrir la portière de la voiture, pour que l'amiral pense qu'il est en train de lui parler en sortant. Donald ouvre, mais il referme. Il lui dit non, il ne sait pas. Il dit ok, d'accord. Bon, il vous a donné combien? Donald dit 65 millions. Il dit bon, ça va faire 100 millions. Bon, les transactions de M. Mbapoula, bon, ça risque de traîner, on va gagner le temps, on va faire ça une prochaine fois avec un montant plus élevé. Je vais vous envoyer un numéro de compte et vous allez aller à Freeland First Bank, vous allez déposer cet argent. Merci, pas de la raccrocher. Pendant que nous roulons donc, Donald reçoit le message que l'amiral lui demande d'aller dans tel compte verser le montant de 98 450 000 francs. Donald me transfère ce message. On va à Freeland, on arrive, Donald entre avec l'argent, il fait le dépôt de 98 450 000. Il reste 1 650 000. Quand Donald sort, je rends compte à l'amiral, je lui dis mon général, Donald a déposé les 98 450 000. Il dit d'accord, merci beaucoup, ça s'est bien passé. Donald va encore aller quelque part prendre de l'argent. Et moi-même, je vais vous envoyer aussi de l'argent. Vous allez contacter votre ami Djibril. J'ai même constaté que Djibril a renvoyé à Dakar 12 millions de francs. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit oui, papa, certainement, vous avez une confiance. Je lui avais déjà dit qu'il devait renvoyer l'argent. Il me dit non, on va régler ce problème. Et pour le moment, les 1 650 000 qui restent, vous allez vous débrouiller avec ça. Je suis très content de vous et tout. Quand tu vas dire 18 millions, là, il donne seulement 1 million. Moi, je raccroche le téléphone. J'ai dit à Donald que les gars de BMAC qui sont venus avec toi vendredi, mes petits là, ils étaient combien? Il me dit 6. Je lui dis, appelle-leur, dis-leur qu'ils nous retrouvent quelque part là. Les gars m'ont retrouvé là-bas, j'ai pris 500 000, j'ai donné à chacun. Il est resté 1 500 000. Dans les 1 500 000, j'ai pris 500 000, j'ai donné le reste à Donald. Donald est allé me déposer à la maison tranquille, grand frère. Je n'ai plus parlé de cette affaire. Quelques jours plus tard, Ekassi revient chez moi à la maison. Je crois 2-3 jours. Ekassi, lui aussi qui a été dans l'affaire Martinez et qui a été arrêté. Je lui dis quoi? Il me dit l'amiral a pris l'argent chez Jean Gakam. Encore? Je lui dis ah bon? J'ai dit combien? Il me dit 170 millions. Je lui dis mais comment tu sais ça? Moi je ne suis pas au courant. Il me dit non. Moi, je suis au courant parce que, voilà, Gakam lui-même m'a dit et tout. Tu sais comment je peux toujours avec Gakam et tout. Gakam a donné 100 millions à Serlin Bellinga. Il a donné 100 millions à... Serlin Bellinga, le commissaire du gouvernement. Le procureur pour le mandat d'arrêt, l'interdiction de sortie du territoire. Il a donné 50 millions au procureur, au magistrat et 15 du ministère de la Justice et tout. Moi, je connais comment Ekassi Baba, donc je l'écoute. Je ne lui dis rien. Je m'étonne. Je lui dis, ah bon, tu es sûr que c'est vrai? Ekassi me dit si. Je lui dis, bon, on va voir. Ekassi me dit, d'accord, on se sépare. Quand Ekassi tourne le dos, comme j'en avais dans la gorge, je profite pour dire à l'amiral comme en général. Je pense que le colon ici avait donné une idée. Il avait dit que Gakam pourra chercher à se rapprocher de vous. Et il vous conseillait par moi de ne pas traiter avec Gakam, de ne pas toucher son argent, que Gakam était d'abord très bavard. Et que si vous voulez même toucher cet argent, il faut savoir comment prendre. Voilà maintenant, Ekassi vient chez moi, il me dit ça. Amiral lit mon message, il ne répond pas. Vers les 23 h, il m'appelle. Il me dit, fiston, j'ai lu votre message, mais je ne me reconnais pas. Je n'ai jamais rien traité avec ce Gakam. Depuis qu'Haïti a classé le dossier au groupement, je n'ai plus eu de contact avec Gakam. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais reçu le message du lieutenant-colonel Atangana Avom, qui voulait me voir par rapport à cette affaire Gakam. Je vous avais dit que c'est certainement le Togo qui lui avait donné mon numéro. Et vous m'avez déconseillé de traiter quoi que ce soit avec eux.
Et je vous ai suivi. Donc, je n'ai rien traité avec Gakam. Quand il me raconte tout ça, je reste comme ça dans mon cœur. Je dis, oh, voilà un homme qui est minable. Avec ça, comment le pays peut fonctionner? Regardez un monsieur comme ça, un responsable. Il est minable, il est menteur. Je reste tranquille et quand il finit de parler, il raccroche. Il me dit, il va faire la relance de la deuxième plainte. Comme son nom ressort, il va donc faire la relance. Je lui dis, d'accord, il faut faire la relance. On se sépare. Quelques jours plus tard, le colonel ici qui est déjà affecté comme commandant en second à la Légion du Sud, à Ebolova, m'appelle. Il me dit, le vieux m'a demandé de renvoyer la première plainte au colonel Ndongo. Et que je prépare la deuxième plainte, dont la relance. Je lui dis que oui, lui aussi m'a parlé de la relance. Mais Haïti me dit que ça c'est de toi à moi. Quelque chose m'intrigue. Le vieux pense que c'est toi qui as mis l'affaire dehors. Je lui dis, pourquoi tu dis ça, mon colonel? Il me dit que c'est entre nous, ne me vend pas. Il y a un enregistrement d'Alain et Kassi qui discute avec un gars qu'on appelle Aïssi Moko. Ouais, tout ça. Non, vous citez quel héros gradé. Aïssi ne me donne pas le nom de celui et vous voulez qu'il fasse les coups d'État? Il me dit que Kassi a été enregistré par quelqu'un et dans cette conversation, il cite ton nom. Il cite le nom de Ngakam, il cite les 170 millions, il cite le nom de l'amiral et sa fonction. Alors, vous êtes arrivé à Kondengi. Et comment vous avez réussi à obtenir votre libération? Qui a eu à intervenir pour vous? Je ne peux pas répondre très clairement à la question. Tout ce que je peux dire, c'est que au groupement, après 22 jours, j'étais encore lucide, je jouais même aux rebelles. Le colonel Togo a envoyé, on vient de me dire d'écrire une lettre d'excuse au contre-amiral Fouga. Suivez J'ai refusé. le scénario que la CRT vous a montré. Papa m'a dit non, il faut écrire. Demande pardon. Tes enfants, tout le monde, ça ne va pas. Laisse l'orgueil. J'ai écrit la première lettre d'excuse où je lui dis comment il sait que je le respecte. Et que bon, dans un moment comme ça, bon, j'ai pris les médicaments et tout, j'ai raconté, je ne sais pas trop quoi. Et je lui ai demandé pardon pour le caractère public des voices. Parce qu'en fait, c'est l'amiral Fouga qui a mis les voices dehors. Les voices de ma mère et mes voices. Moi, je n'avais pas les voices de ma mère. Ma mère n'a pas envoyé les voices à quelqu'un et me renvoyé ça. C'est lui-même qui a mis ses voices dehors pour empêcher les gens d'intervenir, pour que les gens retiennent seulement que Mbapou est sauvage, il est sûr, regardez comment il parle à l'amiral, au conseil du président et tout, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme ça que je fais la lettre d'excuse. Quand je fais la lettre d'excuse, il ne nous libère pas. Le colonel Togo parle à quelqu'un que j'ai dit à Joseph que dès que l'enfant là te fait la lettre d'excuse, pardon, laisse-le. Parce que l'affaire là va aller loin. On ne me laisse pas. Au contraire, Dongo me prend et me jette en cellule. Parce que, monsieur Emingono, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'étais à la salle de conférence d'abord. C'est-à-dire qu'on a jeté un matelas. Et je vous dis une vérité, hein, je vous le dis clairement, grand frère, je n'ai pas à vous cacher. Vous vous demandez que pendant 68 jours, je faisais les besoins comment au groupement. Il n'y a pas de toilette pour moi là-bas. Je faisais les selles sur moi et c'est ma femme qui venait nettoyer. Je jure devant Dieu qui m'a créé au monde. Je faisais les selles sur moi. Humilié devant les gendarmes. C'est ma femme qui venait nettoyer ces selles-là. Je ne sais pas pourquoi je dois cacher ça. Et à Kondengi. Attendez, et après, on m'a mis en cellule dans mon état de santé. J'ai fait 30 jours de cellule au groupement. J'ai fait 4 jours assis sur le fauteuil roulant. C'est là que je suis tombé, on m'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a donné des remèdes de la tension. On leur a dit là-bas que Mbapou a besoin de repos. Ils m'ont ramené en cellule. J'ai fait 30 jours en cellule, en fait. Après avoir fait 68 jours, j'ai perdu la tête. On me dit non, protège ton père. Si tu dis que c'est lui, on va t'envoyer en prison. Après 68 jours, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je cherchais à le protéger et à être libéré.
Voilà pourquoi vous avez vu tout le théâtre qui s'est passé avec les journalistes. Mais malheureusement, encore, ils ne m'ont pas libéré. Ils m'ont trahi, donc on a accordé une interview mensongère. En parlant de 1,5 milliard, alors qu'il sait que ce n'est pas moi qui ai pris les 1,5 milliard, c'est un Korotian, Sophie Valérie, la nièce de l'amiral. Parce qu'elle a un parent et ton un parent et Wondo Korotian, qui est marié à Soalmami. Ils ont pris cet argent à. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton. J'ai suivi ton truc avec beaucoup des attitudes. Tu l'as déjà dit d'ailleurs à Samuel Patrice. 1,430 milliard. Et donc, ils m'ont déféré. Quand ils m'ont déféré, j'ai dit à ma femme, ce que je reconnais, j'avais dit à ma femme que Dieu existe. J'en suis convaincu. Ne pleure pas. Je riais le jour qu'on m'a déféré. Je riais le jour qu'on m'a déféré. On nous a déféré, on a... Là-bas encore, c'est beaucoup plus douloureux lorsqu'il a été déféré. Je préfère garder pour certaines sensibilités. J'ai publié cette interview en gros parce que beaucoup de ces gens jusqu'à présent sont torturés. On veut les faire taire. D'ailleurs, Madame Noboudil a invité des journalistes pour donner une conférence, ou plutôt son point de vue. Elle qui est enseignante d'école de guerre, qui travaille à la présidence et qui a été présentée comme également chef de camp. Mais les mêmes Dongo et les mêmes gens, qui pourtant ont des gros galons, sont en train de menacer les journalistes. Un journaliste d'Equinox et un journaliste de Canal 2, dont Guy Zogo, subissent des menaces à cause de cette histoire qu'ils ne doivent pas publier. C'est pour ça que je me suis attardé à vous publier une bonne partie. Je vous dis, cette interview, même s'il y a quelques grésillements, a été faite dans des conditions précipitées parce que Mbapou venait à peine de sortir de la prison et que je me suis dit il fallait que je protège cela. Mais il y a d'autres choses, d'autres révélations qui sont très scandaleuses dedans. Vous comprenez donc que ici, pendant que ailleurs on parle d'une armée républicaine, on vous parle de la mafia, des gens qui couvrent les trafiquants d'armes, de pétrole, de ceci. Nga Kamiam liberté. Tout ce que vous entendez là. Comment vous voulez donc avoir dans notre armée des gens qui occupent des postes de responsabilité, qui disent qu'ils font des enquêtes, des gens, quelqu'un qui est procureur, qui est commissaire du gouvernement au tribunal militaire, qui est dans l'affaire Martinez-Zogo, qui représente l'État, comme Serla Mougou, vous avez entendu, il a reçu 100 millions. Imaginez donc ce qu'il a déjà reçu des hommes-là, d'Amouk Belinga. Mais il n'y a plus d'honneur. Ils ne sont que des hommes d'affaires. Et c'est pour cela que les lendemains sont incertains. Quand on sait par exemple que au Ghana, on a vu les Jerry Rawlings. C'est eux qui sont venus mettre fin à la corruption. On a vu les Thomas Sankara, c'était des hommes en tenue. Le Olusegun Obasanjo. Mais regardez dans quelles histoires notre armée est impliquée. On vous dit que c'est l'homme qui est à côté de Paul Biya. Ou qui était à côté de Paul Biya. S'il n'y avait pas cette histoire-là, est-ce que vous pouviez imaginer? Et la scientifique de Charles Ndongo et tous les autres bandits, ils sont venus vous dire que Bapou ne connaissait pas le contre-amiral Fouda. Alors que le délégué général de la Sûreté nationale savait que Bapou disait la vérité. Jouait les mines Bapou Bankui, au colonel de la Sémine, il connaissait la vérité. Et tous ces colonels-là, qu'on achète, vous vous rendez compte que les directeurs que nous avons là, les ministres que nous avons là, tous, ou bien à 90% ont acheté leur poste. Oh là là! C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le malheur de ces gens qu'on a pris, ça a permis aux Camerounais
de découvrir que vraiment la pourriture est profonde.